Monsieur Gomez, Jean-Charles Couvi, qui nous rejoint à ce pupitre pour une allocution. Merci d'aller à votre pupitre, Excellence, pour une allocution et une communication qui porte sur le thème de la contribution des Africains français à la civilisation française. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il nous échoit l'insigne honneur d'ouvrir ce panel de communication sous le signe du dialogue. Parce que nous avons été accoutumés dans ce pays qui s'est autoproclamé, si je puis m'exprimer ainsi, la patrie des droits de l'homme et la fille aînée de l'Église, nous avons été accoutumés à une certaine invisibilité. D'aucuns ont estimé que nous faisions partie des minorités visibles. Le fait est que nous sommes probablement la plus invisible de toutes les minorités dites visibles. Et que si j'avais ici l'audace d'interpeller quelques-unes des personnalités politiques, donc des décideurs qui font la France, qui portent le flambeau de sa grandeur dans le concert des nations, ils me diront que nous sommes descendants d'esclaves et que ces esclaves, par la grâce de quelques esprits éclairés et humanitaires, à savoir l'abbé Grégoire et Victor Schœlcher, ont accédé à un statut plus enviable, celui de coloniser. Et que dans l'incapacité qu'ils sont d'assumer leur destin postcolonial, ils sont redevenus sous nos yeux des migrants cosmopolites au XXIe siècle. C'est cette image, ou plutôt ce déficit d'image qui nous colle à la peau, que je voudrais en quelques minutes m'employer à écorner ici. D'abord, lorsqu'on parle de l'Afrique, l'Afrique n'est pas le continent pourvoyeur de matières premières stratégiques. L'Afrique, dans l'état actuel de nos connaissances, en paléontologie humaine, en archéologie préhistorique, en génétique des populations, est le berceau de l'humanité. Mais également la matrice de toutes les civilisations anciennes. Si je voulais parler du plus ancien homme moderne, homme anatomiquement moderne, quelles que soient les variétés biologiques qu'on observe aujourd'hui, parce que c'est de l'ordre du phénotype, je suis obligé de parler de l'Homo 1, le fossile clé qui date de 200 000 ans. Donc c'est après l'Homo 1 que l'homme de Grimaldi, à partir de 40 000 ans, puis l'homme de Cro-Magnon, qui est vraisemblablement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Yves Coppens, donc je vais réunir l'accord ici de nos contradicteurs, en citant cette éminente sommité. Je dirais que celui qu'on appelle le Cro-Magnon, donc l'ancêtre des Français, est un descendant de l'homme de Grimaldi. Ce que je dis là, c'est un phénomène qui, pour les biochimistes, s'appelle la biosynthèse de la vitamine D. Donc, sous les radiations ultraviolettes, l'homme change selon les paléo-environnements et le climat. C'est tout à fait logique. Mais, d'où viennent alors les Gaulois? Puisque nous autres Africains, nous avons appris que nous avions des ancêtres gaulois. Et paradoxalement, nous nous rendons compte finalement qu'il y a les ancêtres africains des ancêtres gaulois qu'on cache un peu. Parce que la plus ancienne industrie préhistorique en France, attestée, c'est l'industrie aurignacienne. Nous admirons tous l'art rupestre, les grottes de Lascaux qui reproduisent en fait en France
Et les mêmes scènes avec le fameux sorcier dansant et d'autres fresques, hein, à Monaco, à Menton, un peu partout, c'est l'industrie qui a précédé l'industrie sur laquelle tout le monde focalise les choses parce qu'on voudrait mettre l'accent sur le Cro-Magnon uniquement. Mais le Cro-Magnon a un ancêtre qui est l'homme de Grimaldi, qui lui-même n'est pas tacitement assimilable à un Cro-Magnon. Or, tous les caractères anatomiques de l'homme de Grimaldi montrent qu'il s'agit d'un Africain qui est venu avec son industrie constituée, qui a bravé les rigueurs du froid, un froid qui était rédhibitoire, parce que nous sortions de la dernière glaciation de Wurm qui a duré 100 000 ans. Et par conséquent, l'homme a changé d'apparence et de morphologie, mais tout en gardant les mêmes capacités intellectuelles qu'il avait en sortant de son continent d'origine, l'Afrique. Tel est donc, schématiquement, le processus de l'hominisation et la façon dont le substrat préhistorique français a permis l'éclosion d'un certain nombre de civilisations préhistoriques qu'on retrouve également dans la péninsule ibérique, à la suite des travaux de Bosch, Guempera et d'autres, même si cela n'est pas enseigné avec la même netteté dans les manuels de la République, je tenais à le préciser. Et durant l'Antiquité, nous observons également que la civilisation gallo-romaine, on l'appelle gallo-romaine parce qu'elle a été colonisée. Donc l'Afrique n'a pas le monopole de la colonisation par la Gaule. Et dans ce processus extrêmement douloureux qui nous est décrit dans l'ouvrage de César, nous avons ce que l'influence et l'empreinte des civilisations africaines anciennes. Je ne citerai que 3 exemples pour aller vite. Le premier exemple, c'est la prolifération du culte d'Isis. Isis, c'était à Lutèce, la patronne d'un groupe qu'on appelait les Parisis. Et quand vous regardez aujourd'hui, je ne sais pas si M. Delano est là, les armoiries de la ville de Paris, vous voyez Isis avec la navigation. Et quand vous avez des toponymes comme Parisis, ville Parisis, Parisé, etc., il s'agit du sanctuaire d'Isis. Donc c'est ça Paris. Paris, c'est le sanctuaire d'Isis. Or, jusqu'à preuve du contraire, Isis est une déesse africaine de la vallée du Nil. Deuxièmement, vous avez également, au niveau de la transmission des symboles de la royauté, vous voyez bien le trône du roi de France, Childéric, etc. Il y a 2 lions aux 2 extrémités. À ma connaissance, il n'y a pas de lion dans les Alpes. Donc, ces lions-là, le trône, c'est pas pour rien qu'on les appelle les rois soleil. Ces lions-là viennent d'Afrique. Il n'y a pas de lion en Palestine. On parle du lion de Juda. Moi, je suis sceptique. Mais je connais les lions de l'Afrique. Donc, ce symbole de la royauté française, qui est très très imprégné, parce que le roi de France recevait des rites africains. Et il avait un aventurier qui s'appelait Aniaba, qui était présenté comme un prince d'Assini. L'Assini, c'était l'ancien nom de la Côte d'Ivoire. Je salue d'ailleurs tous nos amis ivoiriens dans cette salle. Ils savent, nos amis ivoiriens, notre attachement à leur combat et à leur lutte. Donc, le troisième moment où l'Afrique a affirmé son empreinte sur la civilisation française, c'était au Moyen-Âge. Le grand médiéviste Georges Duby a bien souligné l'apport des populations qu'on appelait les morts. Les Latins les considéraient comme des Noirs. Mais par la suite, on en a fait une population composite. Mais si vous voyez l'iconographie des morts en France, vous verrez que tout un pan de la littérature française, ce qu'il est convenu d'appeler les chansons de geste, notamment la chanson de Roland, que tous les Français connaissent, n'est-ce pas? Eh bien, le rôle de ces morts n'est pas seulement un rôle de fauteurs de guerre. Ce sont des gens qui ont appelé à porter, l'idéal chevaleresque. Nous savons ça à travers toutes les chansons de geste.
Et ce n'est pas en vain qu'on trouve comme emblème de la Corse et de la Sardaigne des têtes de noirs caractérisées avec des bandeaux qu'il est convenu d'appeler des têtes de mort. Ces gens, pendant tout le Moyen-Âge, ont apporté à la France des éléments de la civilisation des anciens empires africains, même si cela n'est pas enseigné avec la même netteté. En arrivant maintenant dans les temps modernes proprement dit, je me refuse à focaliser mon exposé sur l'esclavage. L'esclavage, d'abord, j'attire votre attention sur le fait que pour l'historiographie française, nos ancêtres africains étaient des esclaves, mais pour nous, d'après notre paradigme, ce sont des déportés. Ce ne sont pas des esclaves. D'accord? Parce que l'ancêtre de Toussaint Louverture, c'était le ministre de la Défense du royaume d'Alada. Donc ce n'était pas un esclave. L'ancêtre de Ignace, l'ancêtre de Solitude, ce sont des gens qui venaient de l'Afrique de l'Ouest. Et le peuple guadeloupéen Karoukera, comme on a dit tout à l'heure, c'est le peuple congolais qui est là-bas. Quand ils mangent quelque chose, on appelle ça la soupe à Congo. D'accord? Donc, les vibrations et les émotions que le groupe Caribe vient de procurer sont la preuve la plus tangible que quel que soit le malheur qui est commun à toute l'humanité, n'est-ce pas? Quel que soit le malheur, l'Africain transforme et sublime le malheur pour en faire une œuvre de bonheur et de gaieté. C'est ce qui le rend indestructible physiquement, psychiquement, spirituellement et moralement. Comment la France peut-elle se priver d'une telle force spirituelle, d'une telle force mentale et d'une telle force psychique? Et c'est ça qui explique aussi que ceux qui ont porté haut le flambeau de la science en France étaient souvent ces Africains, notamment, s'il vous plaît, je termine, notamment, je vais en citer 3. S'ils sont des hommes de science. Des hommes de science. Le premier que je vais citer, c'est le commandant Mortenol. Le commandant Mortenol fut responsable de toute la défense aérienne de la ville de Paris. C'est un Guadeloupéen de l'école polytechnique. Il est sorti parmi les 15 premiers de l'école polytechnique. Et la République l'a oublié. Je citerai également Raoul Georges Nicolo, qui fut un des plus éminents chercheurs et des plus féconds du commissariat à l'énergie atomique en France. Il a été candidat aux élections présidentielles en France. La République ne l'a jamais honoré. C'est la reine d'Angleterre qui a reconnu sa contribution majeure à la science. Je citerai Rose Dieng, la regrettée Rose Dieng, première femme africaine sortie de Polytechnique, spécialiste de l'intelligence artificielle, qui, à Sophia Anthropolis, a apporté une contribution majeure à tous les projets de téléguidage, de trains, des TGV, etc. en France. Qui le cite dans les manuels? Personne. Au nombre des politiques, pour ne pas être fastidieux, puisque je viens brièvement de rappeler la mémoire de quelques hommes et femmes de science, au nombre des politiques, on peut citer un homme qui est mort tragiquement suite au bombardement des Alliés en 1945 au camp de Buchenwald, à savoir Raphaël Élysée, le premier maire de France. C'est lui qui a grandi les cantines scolaires gratuites en France, dans la ville qu'il a administrée. C'était un résistant. Et il a été, pour ainsi dire, livré par des gens qui étaient des espions de la Gestapo. Donc cet homme, il a pratiquement, on ne se souvient plus de ce qu'il a fait. L'homme qui a lutté contre le général de Gaulle sur le plan du droit, c'était le président du Sénat, le Guyanais Gaston Monnerville. Et tout a été fait en France pour l'empêcher, en cas de vacance du pouvoir, de se retrouver en situation de diriger la France. Gaston Monnerville était
un brillant sujet. Mais que dire d'un autre Guyanais, Félix Eboué, que vous connaissez? Le général de Gaulle avait coutume de dire que c'est le premier de tous qui a eu l'audace de répondre à son appel. Le général de Gaulle prêchait dans le désert. En France même, les résistants étaient contraints de se barricader. Ils n'étaient pas, si vous voulez, je parle de tous les résistants, à part quelques poches, comme le plateau des Glières avec Tom Morel, ou le Vercors. Il n'y avait pas de résistance en France. Le théâtre de la résistance, c'était le Tchad. Puis, à partir du Tchad, toute l'Afrique centrale, équatoriale française. Et le général Eboué a dû convaincre des vichistes gouverneurs français qui, eux, ne voulaient pas rallier le général de Gaulle. Et donc, ce n'est pas seulement un compagnon de la libération, Eboué. Eboué fut l'homme qui a organisé tout le dispositif français pour la libération de la France. Le général de Gaulle lui avait promis, au sortir de la guerre, c'était en 1944 à Brazzaville, que l'Afrique irait progressivement vers l'autonomie et le self-gouvernement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Félix Eboué a rongé son frein, il est mort au Caire, j'ai terminé, 1 minute. Sauf votre respect. Voilà, il est mort au Caire, dans la solitude, entouré uniquement des membres de sa famille. Aujourd'hui encore, on l'a mis au Panthéon. Mais est-ce qu'on a reconnu véritablement l'apport de Félix Eboué? À la mémoire de Félix Eboué, j'associe tous ces soldats qu'on insulte en les appelant des tirailleurs, au lieu de les appeler tout simplement des anciens combattants morts pour la France. Ils n'ont pas de tombeau, ils n'ont pas de sépulture. La République a oublié ses enfants. Donc, aujourd'hui, ces enfants qui sont français et qu'on appelle immigrés de la 2e, 3e génération alors qu'ils sont nés à Garges-les-Gonesse. Ces enfants, ce sont eux les Africains français. Ce sont eux qui interpellent la classe politique française. Non pas sur le ton de la mendicité, en disant nous aussi nous sommes français parce que c'est le aussi qui est de trop, mais sur le ton de l'exigence. Nous ne réclamons pas l'aumône. Nous sommes des compétiteurs, des battants. Nous savons nous battre et nous allons montrer à cette République française qu'elle a des potentialités qu'elle ignore. Et la République française croit nous faire du mal, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Libye. Mais elle ouvre le boulevard à la Chine. Elle ouvre le boulevard aux pays émergents. Et l'homme, je termine, c'est un hommage. Cet homme à qui je veux rendre hommage, ici, c'est Aimé Césaire. Le président Sarkozy a demandé à panthéoniser Aimé Césaire. Mais le président Sarkozy a essuyé plusieurs remarques du vivant d'Aimé Césaire. Aimé Césaire qui considérait les termes colonisation et positif comme antinomique. Aimé Césaire qui a mené le combat de la dignité de l'homme français. Et Aimé Césaire, on associe à sa mémoire celui qui a été adopté en Algérie pour son combat anticolonialiste, à savoir François Fanon. Mais Aimé Césaire, c'est l'homme qui nous réconcilie tous. C'est le plus africain des Caribéens et le plus caribéen des Africains. Oui. Aimé Césaire, dans son cahier d'un retour au pays natal, et je vais finir parce que le temps qui nous est imparti est extrêmement court, j'avais préparé l'exposé, mais j'ai choisi ce mode de communication qui me paraissait beaucoup plus convivial. Ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre. Ma négritude n'est pas une tête d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol.
Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle trouve l'accablement opaque de sa droite patience. Et il y a pour le caïcédra royal. Et il y a pour ceux qui n'ont jamais rien inventé. Pour ceux qui n'ont jamais rien exploré. Pour ceux qui n'ont jamais rien dompté. Mais ils s'abandonnent, saisis par l'essence de toute chose. Ignorant des surfaces, mais saisis par le mouvement de toute chose. Insoucieux de dompter, mais jouant le jeu du monde. Véritablement, les fils aînés du monde. Poreux à tous les souffles du monde. Lysandrin de toutes les eaux du monde. Chair de la chair palpitant du mouvement même du monde. Tiède petit matin des vertus ancestrales. Sang. Sang. Tout notre sang est mu par le cœur mâle du soleil. Ceux qui savent la féminité de la lune au corps d'huile. L'exaltation réconciliée de l'antilope et de l'étoile. Ceux dont la survie chemine à la germination de l'herbe. Et il y a, parfait cercle du monde, éclose concordance. Écoutez le monde blanc, horriblement las de ses efforts immenses. Écoute ses victoires proditoires, trompetées ses défaites. Écoute aux alibis grandioses, son piètre trébuchement. Pitié pour nos vainqueurs, omniscients et naïfs. Donnez-moi la foi sauvage du sorcier. Donnez à mes mains puissance de modeler. Donnez à mon âme la trempe de l'épée. Mais le faisant, mon Dieu, préservez-moi de toute haine. Ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n'ai que haine. Car pour me cantonner en cette unique race, vous savez pourtant mon amour tyrannique. Vous savez que ce n'est point par haine des autres races que je m'exige pécheur de cette unique race. Que ce que je veux, c'est pour la faim universelle, pour la soif universelle, la sommée libre enfin de produire dans son intimité close la succulence des fruits. Eh bien, nous autres Africains français, nous sommes les semeurs qui veulent léguer à nos enfants des fruits succulents. Mais ces fruits, ils les partageront avec tous les enfants du monde et sous le signe d'une humanité à reconstruire, une humanité pacifiée. Mais cela passe d'abord par la reconnaissance de toutes les civilisations et de toutes les cultures. Je vous remercie. Éminence, professeur Gomez. Merci. Éminence Kouvi Gomez. Oui, quelle ferveur, quelle éloquence, quelle grandiloquence, quel talent oratoire, quel génie. Merci. Merci pour la fertilité de son esprit. Merci pour la qualité de sa vision, pour tous ses travaux accumulés pendant plusieurs décennies. Le professeur Gomez Kouvi.